Camille, tu es investisseuse, experte en achat-revente de sacs de luxe. Tu aides les femmes à s'enrichir et à oser. Tu as formé plus de 400 femmes à atteindre l'indépendance financière et à franchir le cap de l'investissement. Tu partages tes passions sur Instagram et dans ta checklist de rentrée, on peut lire « Méditer au moins 10 minutes par jour, prendre du temps pour moi et avoir une routine sportive ». Tu partages également ces mots « Quitter l'abri du port, ouvrez grand les voiles, explorer, rêver, découvrir ». Ma question est la suivante. De quoi rêves-tu? Parle-moi de ton pourquoi. Oui, complètement. Alors, mon pourquoi, en fait, il est venu, je dirais, il y a 3 ans et demi, au moment où j'étais toujours en poste salarié. Donc, moi, j'ai été consultante pendant 7 ans dans des gros cabinets. Et en fait, je me rendais compte que malgré l'attrait prestigieux socialement de mon poste, etc., le bon salaire, les déplacements à l'étranger, en fait, je ne m'y retrouvais plus du tout. Et je me suis, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 29 ans, 30 ans, interrogée sur « mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie en fait? Pour quelle raison j'ai envie de me réveiller le matin ?» Et la réponse à cette question a été assez limpide. En réalité, je ne voulais pas me réveiller pour un travail quel qu'il soit. J'avais envie de me lever le matin simplement pour vivre et pour aimer mes journées. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, je veux, moi, ma vie personnelle, la faire passer en priorité et construire un quotidien professionnel qui serve cette vie personnelle-là. Alors qu'avant, j'avais toujours réfléchi à l'inverse. D'abord le professionnel et ensuite la vie personnelle qui s'adapte. Donc aujourd'hui, vraiment, mon rêve, moi, c'est d'entretenir la liberté que je me suis créée il y a 3 ans et demi et de continuer comme ça à la fois aimer les projets sur lesquels je travaille, mais avant tout, avoir des projets qui servent ma vie personnelle et mon épanouissement personnel. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce qu'il y a eu... Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Alors, en réalité, je pense que si je dois être honnête avec moi-même, j'ai jamais spécialement aimé mon métier. J'ai jamais trouvé de sens à mon métier. Enfin, voilà, je passais 12 heures par jour à travailler, grosso modo, devant un ordinateur, sur un fichier Excel, à traiter des chiffres très loin d'une réalité concrète. Donc, je ne peux pas vraiment dire que ça m'a attirée. Cela étant dit, il y a quand même eu un déclic. Je me rappellerai très bien. C'était en novembre 2019, donc ça va bientôt faire 5 ans. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. J'avais été affectée à une mission en Belgique. C'était une mission de réduction budgétaire, donc pas forcément le sujet le plus agréable en plus. Et on travaillait 12-13 heures par jour, enfermés dans un bureau. Je me rappelle, on nous avait mis donc en déplacement dans un hôtel. Notre hôtel était à 70 mètres de la porte d'entrée du siège social du client. D'accord. Le client dormait à l'hôtel avec nous. Donc en fait, du petit déjeuner jusqu'au dîner à 22 heures, on parlait travail, travail, travail. Et j'avais aucun moment de répit. Aucun moment pour moi, aucun moment pour sortir de ma tête, passer un coup de fil, aller sur WhatsApp, lire un bouquin, aller me balader, rien. Et ça a duré 3-4 semaines. D'accord. Et en fait, je me rappellerai très bien du dernier jour de ce projet. On est resté dans une salle de travail à travailler jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour finaliser une présentation pour le lendemain, présentation sur laquelle on bossait depuis déjà plusieurs mois. Donc, logiquement, la présentation était terminée. Ouais. Et en fait, on est resté là-bas pour le plaisir de travailler, pour le plaisir d'être présent, pour le plaisir de modifier les derniers petits détails sur cette présentation. On n'a pas dîné, à aucun moment on nous a proposé une pause pour boire, une pause café, une pause cigarette pour ceux qui fument, rien. Et en fait, je me rappelle très bien à 2 heures du matin me dire mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Quand je t'en parle aujourd'hui, ça me paraît insensé, mais à ce moment-là, ça ne serait venu à l'idée de personne de se lever, de sortir et de dire moi je rentre en fait. C'était pas concevable, pas dans l'univers du conseil, alors qu'aujourd'hui, jamais tu me referas faire ce genre de choses. Enfin, ça va à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de la vie personnelle que j'ai envie d'avoir, de l'hygiène de vie que j'ai envie d'avoir. Enfin, et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne me respectais pas. Parce que, in fine, qui avait fait le choix d'être enfermé dans cette salle? Oui, peut-être que mon manager me demandait de rester, mais j'avais la liberté de partir et je ne l'ai pas fait. Et donc, ce jour-là, ça a été un déclic et je me suis dit plus jamais ça. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi, c'était le week-end et je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, dans 1 an, je quitte l'univers du conseil et le salariat. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je pars. Je ne peux plus accepter ça. Ok, et comment ça s'est passé? Petit à petit, tu as fait le cheminement dans ta tête, tu t'es dit… Alors, ça allait très vite parce qu'un an, ça passe vite quand même. Un an, Donc en fait, la première problématique, c'était de me dire « Ok, je veux quitter mon poste, c'est bien beau, mais comment je vis dans 1 an? Avec quel salaire je vis ?» Et à ce moment-là, jamais j'avais investi ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'étais dans une posture très… je prenais pas de risques, voilà, j'avais été éduquée, fais de bonnes études, décroche le meilleur job possible, achète ta résidence principale, épargne, et voilà quoi. Ouais. Mais l'investissement, j'avais pas été éduquée comme ça. Donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à me dire, mais comment je vais faire? Et je me rappelle que quelques jours ou quelques semaines plus tard,
C'était en décembre 2019. Je rentre chez moi un soir, exténuée du travail. Je m'affale sur mon canapé, chose qui m'arrive rarement. J'allume la télé et je zappe sur BFM TV, chose qui m'arrive encore plus rarement. Et là, en fait, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier qui est passé par une école d'ingénieur, qui très rapidement s'est rendu compte que son job ne lui plaisait pas, qui a tout quitté et qui s'est mis à acheter des maisons pour les diviser en appartements et les mettre en location courte durée. Et il explique que ça lui a permis de se générer une rente qui aujourd'hui lui permet de vivre de ça. Et en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu une ampoule qui s'allumait dans ma tête. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et donc du coup, j'ai contacté cette personne, je l'ai prié de me former, il m'a formé à investir dans l'immobilier. Et donc j'ai utilisé cette année de transition où j'étais toujours en CDI pour pouvoir emprunter, acheter mon bien immobilier, puis ensuite le mettre en location au moment où je suis plus ou moins partie de mon job. Parle-moi un peu de ton enfance, parce que là on parle beaucoup donc, de ces quelques années. Mais parle-moi de l'adresse de ton enfance. Alors moi, j'ai passé toute mon enfance, de ma naissance à mes 18 ans, dans une petite ville du centre de la France qui s'appelle Issoudun, dans le Berry, entre Bourges et Châteauroux. Ville pour laquelle j'ai jamais eu beaucoup d'intérêt, jusqu'à récemment en fait, jusqu'à quitter la ville. Retour aux sources. Exactement, retour aux sources. Et moi, comme beaucoup de jeunes, j'imagine, qui ont vécu plutôt dans des petites villes, j'avais qu'une envie, c'était de partir à la découverte, et notamment à la découverte du monde, et puis un peu plus tard à la découverte des grandes villes, de Paris, etc. Donc j'avais vraiment cette envie de partir, même si j'ai eu une enfance très joyeuse. J'ai été entourée de ma famille, j'étais très proche de mes grands-parents qui me gardaient après l'école, etc. Mon grand-père était vraiment mon meilleur ami. Donc j'ai eu une super enfance là-bas, mais juste, il y a 14 000 habitants, quand t'es jeune, t'as envie d'aller voir ailleurs. Et donc ça m'a aussi poussée à partir étudier à l'étranger, à faire ensuite beaucoup de voyages, notamment en solitaire, à visiter différentes villes, à m'implanter dans différentes villes en France et à l'étranger. Et au final, tu vois, depuis grosso modo le Covid, et je pense peut-être la trentaine aussi, je sais pas, mais j'ai un attrait grandissant pour la nature. Je me suis découverte une âme de jardinière. Voilà, j'habite à Paris, mais j'ai un balcon. Je fais pousser du basilic chez moi et j'adore. J'ai aussi renoué avec ma ville d'enfance en me disant, ok, il n'y a peut-être pas tous les attraits d'une grande ville, il n'y a peut-être pas autant d'offres culinaires, culturelles, etc. Mais juste, en fait, t'as les champs, t'as les forêts à 5 minutes de chez toi à pied. Tu peux aller courir le week-end dans la nature et t'entends les oiseaux. Et du coup, ça offre aussi une qualité de vie différente que celle que j'ai à Paris. Que t'as pas à Paris. Oui. Comment tu t'es créé ton cocon à Paris pour vivre en fait de ta passion? Parce qu'au final, tu fais un métier passion, quelque part. Donc, parle-moi de ça. Donc là, depuis 4 ans, je vis dans un appartement où on a amené nos propres meubles et on a acheté nos propres meubles. Et donc là, la question s'est vraiment posée de, ok, dans quel type d'environnement j'ai envie de vivre? Et moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est la lumière. Déjà, c'est la lumière, d'autant plus en vivant à Paris. Donc la première chose qui m'importe, c'est d'avoir... moi, j'ai toujours aimé le vieux. Donc j'habite dans un vieil appartement haussmannien avec du vieux parquet, des cheminées, etc. Donc déjà, le type d'appartement, et au-delà de ça, j'aime beaucoup apporter du mobilier clair. Tu vois, typiquement, ce genre de canapé, etc. Parce que ça permet en fait de pas accaparer la lumière. Et en fait, ça laisse la lumière circuler dans l'appartement. Et j'aime beaucoup les endroits très épurés. Parle-moi de ta prochaine destination du coup. Avec mon compagnon, on aimerait beaucoup déménager parce que comme je te disais, Paris, etc., j'adore, mais la nature me manque. Et donc on a pour projet potentiel de partir en Savoie ou en Haute-Savoie pour se rapprocher des montagnes et avoir un cadre de vie à la fois dynamique économiquement, mais aussi plus ouvert sur la nature. Notre souhait, si on quitte Paris, c'est pas de rester en appartement. Moi, je tiens vraiment à avoir un extérieur. C'est très compliqué en appartement, donc j'aimerais plutôt une maison. Je l'ai déjà dans ma tête. J'ai déjà mon vision board de ma maison parfaite. Exactement. Alors, parle-nous de ça. Parle-nous de ton vision board. Oh là là. Alors, cette maison, en tout cas, je la vois un peu de type chalet, tu vois, avec du bois sur l'extérieur, avec un grand terrain ouvert sur la montagne et en même temps pas trop loin de la ville. Je veux vraiment quelque chose de lumineux, donc plutôt en hauteur. Et je veux des baies vitrées partout, je veux de la lumière, je veux du beau parquet, je veux quelque chose d'à la fois moderne mais avec de beaux matériaux, vraiment du beau bois, etc. Donc je sais exactement la maison que je veux. Donc là, la prochaine étape, en gros, tout simplement, en fait, c'est de démarcher courtier et banquier pour connaître la capacité de financement possible et pouvoir potentiellement faire construire cette maison parce que les maisons existantes qu'on a trouvées ne correspondent absolument pas à nos goûts. Il y a beaucoup de chalets dans leur jus, etc. Et moi, je veux à la fois quelque chose de typique, mais en même temps avec un intérieur confortable et moderne. Parlons d'investissement. Quels sont pour toi tes 3 investissements les plus importants
Et parle-moi de ton ratio valeur-objectif. Récompense-risque. Ok. Alors, les 3 principaux, l'immobilier bien entendu, qui représente je pense plus de 50% de mon portefeuille à date, que ce soit l'immobilier pierre avec la maison que j'ai transformée en immeuble de rapport, etc. Mais aussi l'immobilier via des participations en ligne, etc. Donc il y a la partie IMO. Ensuite, il y a la partie plus classique et qui là me tient pas spécialement à cœur, mais qui est très efficace d'un point de vue rendement. Bourse, que ce soit par le biais d'un PEA, etc., compte titre, crypto. Et le troisième, je pense que je vais t'en citer 4 si tu me laisses 4 possibilités. Le troisième, je dirais vraiment les sacs parce que c'est super important pour moi. C'est un investissement que je vois comme des rentrées d'argent rapides en fait. Temporaire et rapide. Tu vois, j'ai besoin d'argent, j'achète un sac, je le répare, je le revends. Liquidité facile. Exactement, liquidité facile et en même temps passion. Et le 4e investissement, au final, jamais j'aurais pensé dire ça il y a quelques années, mais le 4e investissement, c'est l'investissement que je fais sur moi. C'est toutes les formations que je fais, toutes les personnes que je vais prendre pendant quelques mois pour m'accompagner à mieux structurer mes investissements, à mieux structurer mon business, à mieux me sentir avec moi-même. Et ça, c'est vraiment un investissement qu'on peut juger de superficiel, mais qui, au final, aujourd'hui, j'en suis convaincue, peut vraiment te faire aller beaucoup plus loin dans ta vie personnelle et professionnelle. Tu proposes une formation qui s'appelle Start Enchères, où tu proposes en fait aux gens de leur montrer comment acheter donc, en enchère un sac, un bien, le rénover et puis le revendre sur d'autres plateformes. C'est ça. Complètement. Comment ça t'est venu en fait? Alors, l'idée m'est venue il y a un peu plus de 3 ans, 2021. Je venais de quitter mon job, donc j'étais dans une démarche de me dire « Ok, je gagne pas aussi bien ma vie qu'avant ». À l'époque, je vivais que grâce à mes appartements en location. Donc, j'étais dans une démarche de « Je gagne moins d'argent, mais du coup, je veux que chaque euro soit placé le plus intelligemment possible ». Donc, j'ai commencé à me former sur l'investissement à ce moment-là, que ce soit l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, etc. Et puis, une fois que tout ça était un peu bien mis en place, j'ai voulu aller un peu plus loin et toucher à des investissements exotiques. Et c'est là où les sacs ont commencé à faire leur petit bout de chemin dans ma tête. J'avais le meilleur ami de mon compagnon. Ils avaient passé le dimanche après-midi ensemble. Mon compagnon rentre à l'appart et il me dit « Tu viendras jamais quoi ?» Il m'a expliqué qu'il participait à des ventes aux enchères. Il achète des montres de luxe vintage. Il les fait rénover, il les stocke dans un coffre et il les revend quand le cours a augmenté. Et j'ai trouvé l'idée absolument ingénieuse. Et je me suis dit « Je veux faire la même chose. » Sauf que je ne m'y connaissais pas en montres et je n'avais pas envie de prendre ni le temps ni l'énergie pour me former. Donc j'ai laissé l'idée tourner un peu dans ma tête. Et un matin, à l'issue d'une séance de sport où j'arrive toujours à être très claire dans mon esprit, je me dis mais je sais ce que je vais faire. Je vais dupliquer son système à un produit que je connais plus et qui me plaît plus, les sacs de luxe. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à participer à des ventes aux enchères pour acheter mes premiers sacs très abîmés et donc pas chers. J'applique le même principe que pour l'immobilier. Plus tu achètes en état dégradé ou abîmé, plus tu as une grosse marge de négociation parce que personne ne veut prendre le risque. Et derrière, quand toi tu rénoves et que tu redonnes de la valeur, tu fais une plus-value à la revente. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer, complètement à titre personnel, pour investir et aussi, surtout à l'époque, pour financer des loisirs. Parce qu'encore une fois, je n'avais plus le même train de vie qu'avant, mais j'avais toujours envie de continuer à faire des restos sympas de temps en temps, des petits week-ends, etc. Donc en fait, les sacs m'ont permis de faire ça pendant toute la première année et demie. Et j'en parlais énormément à l'époque sur mon compte Instagram que je venais de lancer, mais plus à titre personnel, voilà ce que je fais en investissement. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai eu une vague de personnes qui m'ont dit « Mais c'est génial, je vais faire la même chose, comment tu t'es formée, coach-moi, emmène-moi avec toi ». Donc je me suis dit « Waouh, ok ». Et donc là, je me suis dit je vais créer une petite formation sur la base de mes connaissances et de mon expérience, et puis je vais la lancer, on verra ce que ça donne. Ça, c'était il y a 1 an et demi, en mai 2023. Et ça a marché, mais comme je ne m'y attendais pas. La toute première version de bêta test, il y a eu 78 inscrits. Moi, je m'attendais à avoir 5-10 personnes, tu vois. C'est génial. Et donc là, je me suis dit, ok, ça plaît aux gens, et moi, ça me plaît de le faire. Et ben allez, je lance un vrai programme complet avec un accompagnement. Et puis là, ça fait 1 an et demi que ça existe. Et on est plus de 415 personnes sur la communauté Start Enchères aujourd'hui. Bravo. Donc je suis ravie de pouvoir accompagner d'autres personnes, notamment des femmes, à se lancer dans ce type d'investissement. Il y a quelques hommes, il y a une vingtaine d'hommes à peu près. Hein. D'accord. C'est pas négligeable. Non, mais on est là pour la parité. Hein, complètement. Donc, y a pas de souci. Et c'était quoi ton premier sac? C'était un sac Chanel. Alors tu vas me dire, j'achète que des Chanel. Non, c'est une coïncidence. C'était un sac Chanel rouge, en cuir rouge 2001 des années 80. Je crois qu'il datait de 86. Il était en excellent état extérieur, mais l'intérieur, la poche intérieure était complètement abîmée.
Donc j'ai remporté ce sac à un peu moins de 800 €, je crois que c'était 780, quelque chose comme ça. Je l'ai fait réparer par un artisan que j'ai trouvé sur internet qui était pas loin de chez moi, il avait des bons avis. Il m'a réparé le sac pour un peu moins de 200 €. Je l'ai porté un petit peu pour en profiter et quelques mois plus tard, je l'ai revendu 1937 €, il me semble. Oui. Donc j'ai fait un peu plus de 800 € de plus-value, 850 je crois de plus-value avec ce premier sac. Et donc en fait, je me suis dit, ça marche. Ça me fait plaisir de faire ça, ça me permet d'avoir un joli sac quelques jours ou quelques semaines et en plus ça me fait de l'argent. C'est un travail de marchand de biens pour le sac. Exactement, tout à fait. Et en plus il y a du plaisir parce que c'est un beau produit, ça te permet d'avoir beaucoup de sacs de luxe que j'aurais pas forcément les moyens de m'offrir pour moi-même et donc là ça me permet de varier, c'est etc. de l'économie circulaire. Exactement. Super. Tu m'as dit au départ que tu étais quelqu'un qui n'aimait pas le risque, qui n'aimait pas, qui avait son investissement, sa résidence principale et puis de l'épargne. Comment tu te définirais aujourd'hui comme investisseuse? Est-ce que tu es plus casse-cou? Est-ce que tu es quand même modérée? Ouais, alors aujourd'hui, je dirais que je suis définitivement casse-cou. Tu sais, sur la fameuse échelle, le questionnaire, ton profil d'investissement, je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais été à 2 sur 10. Aujourd'hui, je suis entre 8 et 9 sur 10. Pour plusieurs raisons. En fait, et je pense que c'est l'un des trucs les plus forts que j'ai appris depuis que je m'en suis lancée à mon compte. C'est le fait que j'étais capable par moi-même de générer de l'argent. Chose que je ne pensais pas avant. Pour moi, pour générer de l'argent, il fallait avoir un travail, point. On ne pouvait pas générer de l'argent tout seul, c'était impossible. Et depuis que j'ai compris que quoi qu'il arrive, si demain je perds tout ou autre, j'aurai la capacité de remonter quelque chose, de trouver une idée ou autre, j'ai plus tendance à me dire je prends du risque avec l'argent que je place. Déjà parce que je suis jeune, donc j'ai le temps aussi de me reconstruire un portefeuille. Et surtout parce que je me dis... Je préfère prendre le risque de gagner de l'argent avec cet argent, quitte à le perdre, parce que je sais que derrière, je pourrais le régénérer. Après, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai quand même mon épargne de sécurité qui, pour le coup, aucun risque. Et puis, pour tout le reste, je vais aller d'un risque allant de 5-6 sur 10 à 9 sur 10 pour avoir des beaux rendements derrière. Et j'ai déjà perdu de l'argent avec certains investissements, et c'est pas grave. Est-ce que ce passage d'un investisseur très frileux à un investisseur justement très casse-cou. Est-ce qu'il s'est fait petit à petit avec tes expériences, avec justement ton épargne de sécurité que tu as fait grossir et puis tous tes différents investissements? C'est ça, c'est le chemin en fait qui t'a vraiment aidé, ou est-ce qu'il y a eu vraiment, encore une fois, un déclic et ça a été assez rapide et puis tu t'es entouré de gens qui t'ont aidé? Je dirais que ça a été très rapide quand même. Ça s'est fait en l'espace d'1 an et demi, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu un gros shift au niveau de mon état d'esprit. C'est quand j'étais encore en poste et que je voulais absolument partir, que j'en pouvais plus. Tu vois, ce fameux mois de novembre. La gorge, tu vas étouffer, quoi. Et en fait, à ce moment-là, c'était tellement impensable de rester dans mon poste que n'importe quelle décision était moins folle que de rester. Donc quand j'ai annoncé à mes proches, notamment à mes parents, que j'allais acheter une grande maison dans le nord de la France, dans une ville que je ne connaissais pas, pour la diviser en appartements, pour la mettre sur Airbnb, alors il y a des gens qui m'ont soutenue, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit « Ok ». Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais t'es folle en fait, enfin, t'as un job parfait, t'as un bon salaire, t'as des augmentations, pourquoi tu veux tout perdre en fait ?» Et en fait, à ce moment-là, pour moi, le plus fou, c'était de continuer dans ma situation actuelle et de me retrouver sous Prozac d'ici 5 ans et terminer ma vie, enchaîner les arrêts maladie. Donc en fait, pour moi, la notion de risque a totalement shifté à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai été capable de prendre ce risque, qui est quand même énorme, d'investir dans une maison pour la diviser, etc. Et à partir du moment où j'ai fait ça et que ça a fonctionné, je me suis dit, mais en fait, mon niveau de risque, il n'est plus du tout au même niveau qu'avant. Et il faut que j'ose, tout en ayant une enveloppe de sécurité, quelque chose pour me rassurer. Et puis en faisant aussi ton étude de marché. Bien sûr. Comme tu l'as dit, tu t'es fait aider par l'expert immobilier avec qui tu avais une formation. Tout était cadré, rationnel. Voilà. Me connaissant, tout était comme ça. Mais malgré tout, ça reste quand même un changement de vie complètement dingue pour moi. À 29 ans, je n'avais jamais investi. Puis, je n'investis pas dans un appart étudiant. J'achète une maison pour la diviser. Et en fait, à partir de ce moment-là, la notion de risque a totalement été bousculée dans ma tête. Si on devait parler de transmission, qu'est-ce que tu voudrais transmettre soit à tes enfants, soit aux générations futures? Moi, quelque chose qui me semble très important de transmettre aux autres et beaucoup aux femmes, et c'est ce que j'essaie de véhiculer via mon compte Instagram, c'est vraiment d'oser aller voir au plus profond de soi-même qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. On n'est pas éternel. Et donc, en fait, je pense que c'est capital d'être honnête avec soi-même, d'oser se regarder dans son petit cœur et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Est-ce que la vie que j'ai en ce moment, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir? Peut-être que c'est le cas et tant mieux. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être que rien ne va. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui
vivent leur vie en pilote automatique et qui se retrouvent âgés à se dire j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire ça, j'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter de mes proches, j'aurais aimé prendre des risques. Ça, c'est un truc qui ressort énormément là, auprès des personnes âgées. J'aurais aimé prendre le risque d'aller voir telle personne qui faisait battre mon cœur, de quitter mon job, de lancer tel projet. Donc vraiment, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens prennent conscience très tôt du potentiel qu'ils ont en eux et du fait de devoir vraiment s'introspecter, s'accorder de la confiance et se dire je tente. La vie est à la fois courte et longue. Elle est courte au sens où il ne faut pas attendre pour se poser les bonnes questions, et elle est longue au sens où si jamais ça rate, c'est pas grave, tu feras autre chose et puis tu rebondiras, etc. Et je pense que la vie qu'on a, il faut vraiment s'en servir pour jouer avec, être curieux vis-à-vis de soi-même, être curieux vis-à-vis du monde qui nous entoure et pas seulement avoir un train-train qu'on suit sans se poser de questions sur est-ce que ça me plaît vraiment. Merci beaucoup Camille. Au-delà de l'inspiration et de nous avoir fait voyager, tu donnes envie de passer à l'action. Si vous voulez suivre Camille, elle a un compte Instagram qui s'appelle l.investi. Cet épisode vous a été proposé par Harmony Homes, société d'immobilier fractionné sur de belles maisons de vacances. N'hésitez pas à liker, partager et commenter nos pages YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. harmonyhomes.io. Bon voyage!